Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un monument, une œuvre qui a vraiment fait l'effet d'une bombe au XIXe siècle. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, publiée par Friedrich Engels en 1884. Absolument. Et l'ambition, elle est juste immense, quoi. Il s'agit de retracer l'histoire de l'humanité, mais pas par ses rois ou ses batailles. Non, par ses institutions les plus intimes. La famille, la propriété, l'État. C'est ça. On va suivre une véritable enquête pour comprendre comment l'inégalité et le pouvoir se sont installés dans l'histoire. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre le choc. Au milieu du 19e siècle, l'idée dominante, très marquée par la Bible, c'est que la famille patriarcale. Le père, la mère, les enfants. Psychologue américain Louis H. Morgan. Peu connue en Europe à l'époque. Et il va proposer une théorie qui fait voler tout ça en éclats. Et la clé vraiment, c'est une étude de Morgan sur les Iroquois d'Amérique du Nord. C'est ça qui va lui permettre de tout réinterpréter. Absolument, c'est le cœur de sa méthode. Le travail de Morgan est fondamental. Il a vécu des années avec les Iroquois et il tombe sur une énigme. Laquelle? Leur système de parenté, la façon dont ils nomment les gens, ça ne correspondait pas du tout à la famille qu'il pratiquait à son époque. Attendez, comment ça? En contradiction? Vous avez un exemple? Oui, et il est très parlant. Un homme iroquois, par exemple, il appelle les enfants de ses propres frères fils et filles, et eux, en retour, l'appellent père. Bon, jusque-là, ça peut paraître logique. Des frères qui élèvent leurs enfants en commun, pourquoi pas? Oui, mais c'est là que ça devient étrange. Ce même homme, il appelle les enfants de ses sœurs neveux et nièces, et eux l'appellent oncle. Ah oui? Et pour une femme, c'est l'inverse. Les enfants de ses sœurs sont ses fils et filles, mais ceux de ses frères sont ses neveux et nièces. D'accord, là ça n'a plus aucun sens dans une famille comme la nôtre. Pourquoi cette distinction si compliquée? C'est la question que se pose Morgan. Et sa conclusion est géniale. Pour lui, ce système de parenté, c'est un survivant. Une sorte de fossile social. Un fossile social? C'est ça, c'est la terminologie, l'élément passif qui a survécu à une forme de famille bien réelle, mais qui avait disparu. Et cette forme de famille, il l'appelle le mariage par groupe. Le mariage par groupe? Imaginez un groupe de frères qui partagent un groupe d'épouses en commun, et inversement. Et là, tout à coup, les termes redeviennent parfaitement logiques. Les enfants de mes frères sont bien mes enfants, au sens collectif du terme. C'est une méthode de pensée incroyable pour l'époque. C'est de l'archéologie sociale en fait. Et Engels ne s'arrête pas à Morgan. Il va chercher d'autres pionniers. Oui, il s'appuie beaucoup sur Johann Bachofen, un juriste suisse, et sa théorie du droit maternel. Le droit maternel. C'est-à-dire, L'idée qu'avant notre système patriarcal, la filiation était comptée uniquement par la mère. Pourquoi? Dans un système de mariage de groupe, la mère est toujours certaine. Le père, jamais. Logique. et Bachofen va chercher ses preuves dans des endroits assez fous, comme la tragédie grecque. Son analyse de l'Orestie d'Échille est fascinante. Ah oui, l'histoire d'Orès qui tue sa mère Clytemnestre pour venger son père Agamemnon. Exactement. Pour Bachofen, ce n'est pas juste une histoire de vengeance. C'est le drame symbolique de la lutte à mort entre l'ancien droit maternel, qui décline, et le nouveau droit paternel, qui triomphe. C'est vrai que les Érignées, ces vieilles divinités qui poursuivent Oreste pour le matricide, elles défendent le sang de la mère. Et Apollon et Athéna, des dieux plus jeunes, Représente le nouvel ordre patriarcal. Et à la fin, Oreste est acquitté. C'est la victoire du patriarcat mise en scène. Voilà la méthode. Analyser les mythes, les systèmes de parenté, comme des fossiles. Bon, alors suivons cette chronologie de la famille. Après le mariage par groupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, Engels décrit la famille punaluenne, observée à Hawaï. Là, un groupe de sœurs partage des maris en commun, mais, et c'est un progrès décisif, leurs propres frères sont exclus. C'est l'apparition de l'interdit de l'inceste entre frères et sœurs. C'est une première restriction. L'étape suivante, c'est la famille appariée. On se rapproche, un homme vit avec une femme, mais le lien est très fragile. Chacun peut le rompre quand il veut. Et la vie économique, elle est toujours communautaire. Oui, c'est ce qu'Engels appelle un ménage communiste. La femme y a une position très respectée. Et c'est là que tout bascule. Le grand tournant, c'est le passage du droit maternel au droit paternel. Comment ça arrive? Le facteur qui va tout dynamiter, c'est une révolution économique, la domestication des animaux, l'élevage. Les troupeaux. Exactement. D'un coup, une nouvelle forme de richesse apparaît. Et cette richesse, ce sont les hommes, traditionnellement les chasseurs, qui la contrôlent. Et je suppose que ça crée une nouvelle motivation. Ah bah oui. L'homme qui possède un grand troupeau ne veut plus que ses biens à sa mort aillent à l'agent de sa femme, donc à ses frères ou neveux à elle.
Il veut les transmettre à ses propres enfants. Voilà. Et pour ça, il faut deux choses. Primo, renverser l'ordre de filiation, passer au droit paternel. Et secondo, être absolument certain de sa paternité. Et c'est là qu'arrive la famille monogamique. C'est la conclusion d'Engels. Et c'est un des points les plus explosifs de sa pensée. Ce n'est pas juste un changement de règle, c'est ce qu'il appelle la grande défaite historique du sexe féminin. Le pouvoir bascule complètement au sein du foyer. Complètement. La famille monogamique, pour lui, elle n'émerge pas pour des raisons d'amour ou de morale. C'est une institution purement économique. Son but, c'est d'assurer la transmission de la fortune. Son but premier, oui, c'est de garantir une paternité incontestée. Elle est fondée sur la domination de l'homme et elle instaure une double morale, fidélité stricte pour la femme, mais pas pour l'homme. C'est la victoire de la propriété privée sur la propriété commune. On a donc une société qui passe de la communauté à la propriété privée, ce qui crée des tensions énormes. L'ancienne organisation, l'agence, ne peut plus gérer ça. Comment la société évite d'exploser? Voilà, on arrive au troisième pilier, l'État. Mais avant, il faut bien voir comment fonctionnait cette société sans État. L'agence, c'est un clan, une communauté basée sur le sang. C'est une démocratie vivante. Comment ça, une démocratie? Les chefs, les sachem, sont élus et révocables à tout moment. Les décisions importantes sont prises en commun. Il y a une obligation d'aide mutuelle absolue. Et donc, pas de police, pas de juge, pas de prison. Comment en régler les conflits? Par la collectivité elle-même. La pression du groupe suffisait. En cas de crime grave, la vengeance, la vendetta, était un devoir, mais elle était souvent réglée par une compensation. Ce système fonctionne tant qu'il n'y a pas d'intérêt de classe opposée. Mais cette simplicité ne va pas résister au choc de la propriété privée. Non, plusieurs choses vont la faire imploser. D'abord, la division du travail. Agriculteurs, artisans, puis les marchands. Et surtout, les inégalités de richesse. C'est le plus important. Au sein de la même gens, il y a maintenant des riches et des pauvres, des créanciers et des débiteurs. Pensez à Athènes avant Solon, où les paysans ruinés se vendaient comme esclaves. Et puis il y a le mélange des populations. Oui, Les villes se forment, des gens de différentes gentes, des étrangers, des esclaves, cohabitent sur le même territoire. Le vieux principe du lien de sang ne fonctionne plus. et la société est au bord de la guerre civile permanente. Exactement. Et c'est de ce besoin de freiner ces conflits que naît l'État. Et ça, c'est un point fondamental chez Engels. L'État n'est pas une force imposée de l'extérieur. C'est un produit de la société elle-même. C'est l'aveu que cette société est bloquée dans des contradictions qu'elle ne peut pas résoudre. D'accord, mais concrètement, comment on passe d'une querelle de clans à un système avec des tribunaux et des policiers? Il y a deux caractéristiques fondamentales qui marquent cette naissance de l'État. La première, c'est la division des citoyens selon le territoire, et non plus le sang. C'est la réforme de Clisthène à Athènes, ça. C'est l'exemple parfait. Il brise les anciennes gens en créant des dèmes, des circonscriptions territoriales. On est citoyen parce qu'on habite ici, pas parce qu'on est du clan X ou Y. C'est une rupture radicale. Et la deuxième caractéristique, C'est l'institution d'une force publique séparée du peuple. une police, une armée. Voilà. Dans l'ancienne gens, le peuple en armes, c'était la seule force. L'État, lui, crée une force spéciale. Elle devient nécessaire parce que la population est divisée en classes hostiles. La minorité de citoyens athéniens avait besoin d'une police pour tenir en respect l'immense masse des esclaves. Ce qui amène à la conclusion logique, l'État devient l'instrument de la classe la plus puissante. Pour Engels, c'est l'évidence. La classe qui domine économiquement s'empare de l'État pour en faire son outil, pour légaliser et maintenir son oppression sur les autres. L'État antique est celui des maîtres d'esclaves, l'État féodal celui de la noblesse, et l'État moderne celui de la bourgeoisie. Bon, pour résumer, si on fixe bien les idées, Engels nous propose une relecture complète de l'histoire, où les institutions qu'on croyait éternelles, La famille, l'État. ne le sont pas du tout. Elles sont le produit des conditions matérielles. Et le moteur de tout ça, le fil rouge, C'est le passage de la propriété commune à la propriété privée. C'est ça qui brise l'unité, qui crée les classes et qui rend l'État nécessaire pour gérer les conflits. Pour terminer, la conclusion du livre est assez surprenante. Engels ouvre une perspective sur l'avenir en citant une dernière fois Morgan. Oui, et c'est une pensée très forte. Après avoir décrit comment la course à la richesse a détruit l'ancienne fraternité, Morgan se demande si notre société est la forme finale de l'humanité. Sa réponse est non. C'est une vision plutôt optimiste, non, hein? C'est une vision pleine d'espoir. Il écrit, je cite de mémoire, «
Une nouvelle étape supérieure de la société se dessine. Ce sera une reviviscence, mais sous une forme supérieure de la liberté, de l'égalité et de la fraternité des antiques gentes. Une reviviscence sous une forme supérieure, c'est fort comme expression. Ce n'est pas un simple retour en arrière. Non, loin de là. Il ne s'agit pas de revenir à la société primitive. L'idée, c'est plutôt de réconcilier les progrès immenses de la civilisation avec les principes d'égalité et de communauté de ces sociétés anciennes. C'est une invitation à ne pas voir notre organisation actuelle comme la fin de l'histoire. Mais comme une simple étape, une question laissée en suspens pour nous faire réfléchir.